Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Mon sujet porte donc sur l'enseignement au cycle supérieur d'une notion qui est beaucoup enseignée dans beaucoup de disciplines, mais qui est finalement assez mal comprise, l'entropie. Et pas d'inquiétude pour si éventuellement il n'y a pas de mon spécialiste dans la salle, on a prévu d'expliquer ce qu'est l'entropie. Donc, comme le sujet du colloque est d'identifier, de modéliser et de surmonter les obstacles, je n'en suis pas encore à surmonter les obstacles, je ne suis qu'en début de thèse, mais par contre, on a commencé à bien identifier des obstacles clairs dans l'enseignement de l'entropie au cycle supérieur. Suffisamment d'obstacles d'ailleurs pour appeler l'enseignement de cette matière un nœud, et un nœud qu'on va essayer de vous présenter et de démêler ici. Alors pour le contexte et pour une rapide définition, l'entropie, c'est un élément clé de la thermodynamique, la branche de la chimie qui étudie la chaleur, le travail, la température et en général les transferts d'énergie sous toutes ses formes. Si vous avez suivi un cursus scientifique, même généraliste, vous avez sûrement déjà entendu dire que l'entropie, c'était le désordre ou le chaos. Et l'image qu'on donne souvent pour illustrer l'entropie, c'est laisser un enfant dans sa chambre pendant 1 heure, fermer la porte, revenez, qu'est-ce qui se sera passé spontanément? La chambre sera en désordre. L'entropie, c'est la force qui pousse les systèmes à tendre naturellement vers le désordre, dit la définition courante. Comme la définition est un peu pauvre et un peu limitée, je vous en ai une autre, qui est celle que l'entropie est plutôt la mesure de la dispersion de l'énergie, et les ingénieurs vont même parler de sa qualité d'exploitation. Dans le diagramme que vous avez ici, vous pouvez par exemple exploiter la différence d'énergie présente entre le réservoir chaud au-dessus et en rouge, et le réservoir froid en dessous et en bleu, par exemple avec une machine de Stirling qui sera une machine thermique qui transforme une partie de la différence d'énergie en travail utile. L'entropie de ce système-là est suffisamment basse, sa qualité est suffisamment grande que pour qu'on puisse l'exploiter en travail utile. Une fois que les deux réservoirs sont à la même température, ici en mauve, plus de travail possible. La machine est à l'arrêt, l'entropie est maximale et la qualité de l'énergie est au minimum. Et je rajouterai quelques caractéristiques ici, qu'on définit l'entropie pour un système, que l'entropie du système le plus grand possible, c'est l'univers, et que l'entropie de ce système augmente toujours, c'est ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, et que l'entropie est liée à la notion de flèche du temps, que le temps a un sens et qu'on peut voir la séquence dans laquelle se sont déroulés des événements A, B et C d'un système en regardant l'évolution de l'entropie entre ces trois moments, puisqu'elle doit toujours augmenter. Il existe donc des obstacles à l'apprentissage de la chimie au cycle supérieur. Parmi ceux qu'on a déjà identifiés dans la littérature, je vais vous en montrer ici 4, un par niveau d'apprentissage, du plus large, c'est-à-dire comment l'entropie s'inscrit dans les obstacles que peut présenter la science dans son enseignement, et jusqu'au niveau le plus fin, l'entropie en tant que sujet. Les deux premiers niveaux d'ailleurs sont déjà présents au niveau secondaire, tandis que les deux derniers ici, thermodynamique et entropie, sont plutôt spécifiques à l'enseignement supérieur. Au niveau des sciences, l'entropie, elle illustre un type de notion qui est placé proche d'une des extrémités de l'axe concret-abstrait. C'est un axe sur lequel on peut placer toutes les notions scientifiques, celles que vous voulez, et l'entropie a cette particularité de se placer plutôt d'un côté que des deux côtés. Mais je vais vous montrer un exemple. Par exemple, la notion de température ne fonctionne pas comme l'entropie. On la retrouve des deux côtés de l'axe observation-modèle ou concret-abstrait. Tout le monde a déjà rencontré la notion de température, a déjà senti ce qu'est le chaud, ce qu'est le froid, manipulé un thermomètre ou observé la météo. Et certains, par contre, l'ont manipulé dans un cadre scientifique. Par exemple, les chimistes avec l'agitation moléculaire qu'elle représente, ou les notions de gradient et de zéro absolu, qui sont, elles, des constructions abstraites. À l'inverse, l'entropie ne se trouve que d'un côté de cet axe. Personne dans sa vie de tous les jours n'a pu l'observer ou n'a d'outils pour la mesurer. En revanche, certains l'ont sûrement déjà travaillé avec son lien avec la spontanéité, le fait qu'elle caractérise, comme je viens de vous le dire, la dispersion d'énergie, ou son intérêt pour définir l'enthalpie libre de Gibbs, qui permet de prédire la spontanéité des réactions. Et ce que je veux dire ici, c'est pas qu'il y a une notion qui est plus facile ou plus difficile à enseigner que l'autre, mais plutôt que l'entropie appartient à une catégorie particulière qui n'a pas d'ancrage dans la vie courante, la vie concrète, la vie palpable des étudiants. Sur un niveau un peu plus fin, mais on l'a déjà présenté aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder dessus, il y a la présentation de l'outil du triangle de Johnstone qui permet de comprendre pourquoi la chimie en tant que sujet est compliquée à enseigner.
avec par exemple ici la combustion du méthane représentée dans le triangle de Johnstone. Vous avez tout au sommet la version macroscopique du monde concret, du monde réel, où on peut voir les flammes, on peut sentir la fumée, on a peut-être dû craquer une allumette pour qu'elle démarre. En bas à gauche, on a le système microscopique, où on voit une molécule de méthane qui réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On peut facilement utiliser des modèles pour expliquer ce qui s'est passé, comme les orbitales ou le modèle de Lewis. On peut observer la géométrie des molécules, etc. Et en bas à droite, vous avez le système symbolique, qui est une notation qui permet de transmettre l'information à d'autres personnes, qui permet de faire des calculs, compter les atomes, faire la séchéométrie. L'obstacle qui est identifié par Johnstone, c'est pas tant qu'il y ait une diversité dans les points de vue, ça c'est commun à plein de sciences, c'est plutôt le fait que les trois points de vue en chimie s'imbriquent, se mélangent et se répondent en permanence. C'est ça l'obstacle. En zoomant un petit peu plus, on tombe sur quelque chose de plus précis, qui est un obstacle propre à la sous-branche de la chimie qui est la thermodynamique, même si on peut la retrouver dans d'autres branches. Ici, l'entropie, elle signifie ceci. Dans cette branche, c'est parfois difficile de faire coller les modèles microscopiques à leurs conséquences macroscopiques. Et je vais vous montrer ça avec deux exemples différents. Un exemple où les deux mondes fonctionnent main dans la main, dans le même sens, ce sont les états de la matière. On représente ici les gaz avec des billes bleues qui s'agitent dans tous les sens. Les particules rouges du liquide sont moins énergétiques et les particules vertes et bleues du solide sont rangées de façon ordonnée. Le lien entre micro, ce que je viens de vous montrer, et macro, l'entropie, c'est le désordre. Donc, comme le désordre entre les trois phases décroît visuellement, l'entropie doit être plus petite à chaque fois qu'on passe d'un état. L'entropie du gaz est plus grande que celle du liquide, qui est plus grande que celle du solide. Et dans ce cas-ci, c'est bien correct. En revanche, on peut prendre un cas qui ne marche pas du tout. Si vous prenez les 4 premiers gaz nobles, que vous en mettez une mole de chaque dans 4 enceintes, les 4 enceintes sont indéformables, la température et le volume sont identiques et les gaz sont considérés comme parfaits. Par le même raisonnement pour passer du micro au macro, si l'entropie est égale au désordre, alors les 4 milieux présentent un désordre identique et leurs entropies sont identiques. Ce qui est ici incorrect. Donc, l'émergence de l'entropie comme propriété macroscopique des systèmes ne peut pas toujours provenir d'un modèle aussi simple que entropie égale désordre. Dans ce cas-ci, il y a par exemple une autre règle à utiliser qui provient de la mécanique classique ou quantique, on peut choisir. L'entropie dépend de la masse atomique des atomes du système. Donc, à paramètres identiques, l'entropie croît avec la masse. Et l'entropie du krypton est supérieure à celle de l'hélium. L'explication est purement microscopique. Donc, comme je le dis, on peut l'expliquer classiquement ou quantiquement. Classiquement, le paramètre essentiel ici, c'est la quantité de mouvement, pas l'énergie cinétique des gaz. Et comme la quantité de mouvement augmente avec la masse, l'entropie croît aussi avec la masse des atomes. Quantiquement, c'est parce que la séparation entre le niveau de translation est d'autant plus petite que les particules sont lourdes, et c'est une conséquence du modèle de la particule dans la boîte. Si on pose la question à des étudiants, je reviendrai un peu plus en détail sur la méthode avec laquelle on a posé ces questions aux étudiants, mais si on pose cette question aux étudiants, ce graphique montre que ce soit après un cours de chimie générale au premier bac de l'université, c'est-à-dire en bleu, ou après un cours de chimie générale et un cours de chimie physique au bac 1 en orange, les étudiants choisissent majoritairement que l'entropie est pareille partout, parce que l'entropie, c'est le désordre. Vous pouvez le voir ici. Enfin, un obstacle à l'enseignement de l'entropie, c'est sa propre histoire qui est assez complexe. Plusieurs définitions sont nées au cours du temps. Il y a eu plusieurs méthodes de démonstration et la conciliation ou la cohabitation des méthodes n'est pas toujours chose évidente. Donc ici, la thermodynamique telle qu'on la connaît naît au XIXe siècle, au moment où la théorie atomique n'est pas encore admise par tous. C'est une hypothèse utile, mais pas utile encore pour tout le monde. Et il y a plusieurs grandes étapes. Carnot, ici, en 1823, est le précurseur du domaine par sa proposition du cycle thermique des moteurs et du premier principe qui stipule que l'énergie se conserve dans un système isolé. Clausius, un peu plus tard, introduit la notion de second principe et d'entropie. L'entropie signifie pour lui le changement, ça vient d'un mot grec. Gibbs, lui, introduit la fonction d'état d'enthalpie qu'on appelle G à partir de tout ceci. L'approche particulière est introduite dans le dernier quart du XIXe siècle par Boltzmann,
qui a pu proposer un fondement statistique à l'entropie et, par simplification, donner naissance à la métaphore moderne de désordre, alors que Gibbs lui-même parlait de mixed upness, c'est-à-dire de brassage ou de mélange. Donc on a deux méthodes, une méthode macroscopique qui introduit les fonctions d'état à partir de principes généraux, et la méthode microscopique qui énumère les microétats possibles pour les particules et en tire par développement les mêmes fonctions d'état. Dans ce cadre, le désordre est problématique parce qu'il est l'illustration de la cohabitation des deux méthodes. En général, un prof de chimie va avoir tendance à expliquer la méthode macroscopique comme première approche aux élèves, on le voit même déjà en secondaire, mais ils utilisent déjà dans leurs explications la métaphore du désordre, qui représente le nombre d'états possibles d'un système dans la méthode microscopique. Alors que bon, c'est issu d'un autre modèle, et on n'explicite pas toujours cet emprunt. Ça pose pas mal de questions. La dualité des méthodes, est-ce qu'il faut les faire coexister? Est-ce qu'il faut en privilégier une? Dans quel ordre est-ce qu'il faut vraiment l'enseigner aux étudiants? Est-ce qu'on peut faire des emprunts, comme je viens de vous citer, mais alors sous quelles conditions? Et comment est-ce qu'on présente les limites de ces méthodes? Pour faire sens de toutes ces questions-là, on a aussi un cadre théorique. Je ne vais pas vous retaper celle de la conception puisque Pierre-Xavier l'a déjà fait, mais un concept, par exemple, pour le distinguer d'une conception, c'est une construction rendant compte des caractéristiques communes à un ensemble d'objets, de faits ou de phénomènes, et une conception, un ensemble de connaissances ou de procédures hypothétiques que le chercheur attribue à l'élève. C'est sur ça que se concentre mon travail, puisque moi, ce que je recherche, ce sont les conceptions alternatives. On a déjà parlé ici dans la journée de préconception ou de misconception. J'entends par là la même chose, mais on insiste sur le fait que la conception est alternative et donc elle n'est pas toujours erronée ou qu'elle n'est pas toujours présente avant le cours, comme une préconception. Et on appellera une conception alternative tout raisonnement mobilisé par l'étudiant qui n'est pas conforme à la conception scientifiquement admise. Ça peut être juste faux, ça peut être naïf ou incomplet, ça peut sortir des limites du champ d'application. Et le changement conceptuel pour nous ici, c'est le cadre d'observation et d'analyse des modes de cohabitation et d'évolution des conceptions des étudiants. On inscrit tout notre travail dans ce cadre. Les questions de recherche auxquelles on essaie de répondre sont celles-ci, et je vais vous présenter quelques résultats qui tentent d'y répondre. Lorsqu'on fait passer des questionnaires qui parlent d'entropie et du second principe à des étudiants au cycle supérieur, eh bien, quelles réponses et justifications erronées détecte-t-on? Et qu'est-ce que ça dit des conceptions alternatives des étudiants du supérieur? Également, on s'interroge sur l'influence d'un cours général de thermodynamique qui adopte l'approche macroscopique sur ces conceptions alternatives. Pour la méthode, on a fait passer un questionnaire à plusieurs populations, des pharmaciens, chimistes, géologues en bac 1, des ingénieurs en bac 2 et toute une série d'experts pour faire valider le questionnaire. On a 5 questions à choix multiples sans justification et 5 questions à choix multiples avec justification. On a bien sûr conçu les questions pour faire apparaître des réponses erronées de conceptions alternatives, en se fondant à la fois sur ce qui existe dans la littérature et sur nos propres observations du mode de fonctionnement des élèves. Et pour répondre à la seconde question de recherche, on a fait passer le questionnaire une fois avant et une fois après un cours de thermodynamique générale utilisant l'approche macroscopique. Voilà un premier résultat. Ce que vous voyez sur la gauche de la dia, c'est la première question que les étudiants rencontrent dans le questionnaire. C'est une question ontologique. L'entropie, c'est une température, une énergie, etc. Ils peuvent cocher plusieurs items et compléter autres s'ils ont envie. Sur la droite, vous avez les pourcentages de réponses avec en orange les items incorrects et en vert les items corrects, c'est-à-dire que l'entropie n'est pas une énergie, ni un processus, ni une température, ni une vitesse, mais bien une grandeur thermodynamique, une propriété et une fonction d'état, et en pourcentage, le nombre d'élèves qui ont coché cette proposition. Ici, on n'est qu'au niveau du pré-test. Ce qu'on remarque, nous, tout de suite, c'est une confusion, vous le voyez avec la flèche rouge, on a une confusion énergie-entropie très importante. Près de 48% des étudiants présentent cette réponse erronée qui témoigne d'une conception alternative. C'est incorrect, évidemment. Les deux concepts sont proches, mais sont complètement distincts. L'entropie qualifie une énergie, mais n'en est pas une forme. On pense que les étudiants pensent que l'entropie pourrait être équivalent à l'énergie électrique ou l'énergie gravifique, par exemple, que l'entropie, c'est une espèce de forme d'énergie. Du côté des items corrects,
La moitié des étudiants ne connaissent pas les caractéristiques de l'entropie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une propriété et d'une fonction d'état. Notre hypothèse d'explication, c'est que l'approche macroscopique, qui est une approche plutôt pragmatique, ne s'intéresse qu'à la variation d'entropie et pas tellement à l'entropie en elle-même. Elle s'intéresse à delta S plutôt qu'à S pour faire des calculs, ce qui a pour conséquence que les étudiants voient l'entropie comme une évolution et pas comme une caractéristique du système. Alors ici, on peut voir l'effet du cours. On a sélectionné la population qui a répondu aux deux tests, c'est-à-dire au pré-test et au post-test, en les suivant avec leur matricule. Et on peut voir qu'il y a un effet positif majeur sur l'item énergie que je viens de vous décrire. Elle diminue. Notre hypothèse d'explication pour le fait qu'il reste presque un tiers des étudiants qui choisissent cette réponse erronée, c'est qu'il n'y a pas d'assimilation complète de la formule fondamentale ds est égal à dq réversible sur t. L'item fonction d'état, lui, bondit de 40 à 85%, ce qui est cohérent avec l'approche des cycles de S et de la méthode macroscopique. On s'intéresse beaucoup au fait que l'entropie est une fonction d'état, donc qu'on n'a pas à considérer le chemin que la réaction a emprunté. Et on observe des effets négatifs sur les items propriétés et sur grandeur thermodynamique. On suspecte ici encore l'approche macroscopique de causer ces effets, même si la taille, je vous le mets ici, la population qui a répondu aux questionnaires n'étant que 38 étudiants, on prend des pincettes et on aimerait bien vérifier ça avec d'autres populations pour vérifier que c'est bien statistiquement solide. Pour clôturer avec une dernière question, je vous montre les résultats obtenus sur une question à choix multiples où on laisse les étudiants justifier du mieux qu'ils peuvent leur réponse. C'est une question ouverte. Enfin semi-ouverte puisque c'est un QCM plus une justification. Ce qui est très intéressant pour cette question-ci, c'est qu'on peut la justifier aussi bien macroscopiquement que microscopiquement. Donc vous avez la question ici, c'est une question de cristallisation. Entre un échantillon d'eau pure et un échantillon d'eau de mer qui contient des électrolytes qui cristallisent, quel est celui qui a la plus grande variation d'entropie? On suppose que la variation d'enthalpie est la même. Et voici les deux genres de raisonnement que l'on peut s'attendre, auxquels on peut s'attendre des étudiants. Côté macroscopique, on sait qu'une transition de phase se fait réversiblement à la température de fusion. Or, la température de fusion de l'eau de mer est inférieure à celle de l'eau pure, donc son entropie est plus grande. Côté microscopique, on peut raisonner en termes de désordre ou de combinaison. Il y a plus de façons d'arranger les molécules d'eau dans l'échantillon d'eau de mer que dans l'échantillon d'eau pure. Donc, les étudiants peuvent aussi justifier le plus grand delta S par la création d'ordre, une plus grande création d'ordre nécessaire dans l'eau de mer. Et on peut caractériser les réponses ouvertes et les justifications qu'ont utilisées les étudiants. Par exemple, pour cette question-ci, on a identifié 5 types de raisonnements principaux au pré-test. 2 macroscopiques que vous avez en mauve et 3 microscopiques que vous avez en bleu, qui présentent des variations. C'est pour ça qu'on leur donne une lettre différente. On a aussi pu observer les pourcentages d'utilisation de ces raisonnements. Ce sont les raisonnements que vous voyez à l'écran, avec des sous-populations qu'on a trouvé intéressant d'analyser plus en profondeur, c'est-à-dire les étudiants qui ont bien répondu aux questions sans justification et les étudiants qui ont bien répondu aux questions avec justification. Les étudiants qui répondent aux questions, ou bien aux questions sans justification utilisent majoritairement les versions microscopiques d'explication, tandis que ceux qui ont bien répondu avec justification utilisent plutôt les approches macroscopiques. Donc on suspecte que les étudiants qui ont répondu bien avec justification maîtrisent mieux la matière macroscopique qu'ils ont vue au premier quadrimestre dans un cours de chimie générale, et donc ils savent le manipuler et l'utiliser pour répondre à une question, tandis que les étudiants qui ne répondent pas bien aux questions avec justification, eux, utilisent plutôt la version microscopique, qui est plus naïve, plus intuitive et qui est un héritage du secondaire. Ils se reposent sur les fondements qu'ils connaissent bien. Et je vous montre ici la conclusion provisoire où nous sommes arrivés. Les obstacles à l'enseignement de l'entropie sont nombreux et divers. On a des problèmes de définition qui viennent de l'histoire de l'entropie. On a les métaphores qui sont empruntées à d'autres méthodes. En plus, on a des mathématiques complexes, ce qui n'arrange rien. Il y a des notions d'émergence qui sont parfois peu intuitives. Et on a identifié un obstacle essentiel, le conflit entre les approches macro et microscopiques.
Alors, on a modélisé le problème, mais on ne l'a pas encore solutionné, on ne l'a pas encore surmonté. On aimerait bien faire des ingénieries didactiques qui nous permettront de comprendre s'il vaut mieux privilégier une méthode ou une autre, s'il faut les faire concilier et se répondre. Et on remarque bien sûr qu'il s'agit encore une fois d'une illustration du triangle de Johnstone, en tout cas de ses pôles macroscopiques et microscopiques. Et je vous remercie pour votre attention.